المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Des mots de minuit, bonsoir. Nous allons parler ce soir littérature et édition avec Jean-Jacques Pauvert. Nous allons également parler du combat et du droit des femmes avec Aline Paillet pour un livre qui est presque un pamphlet qui sort au temps des cerises qui s'appelle Femmes en marche. Aline, bonsoir. Bonsoir. Jean-Jacques Pauvert, bonsoir. Bonsoir. Deuxième partie de cette émission, nous parlerons de Peckinpah, qui est donc ce réalisateur américain auquel François Causse consacre un livre. Plusieurs de ses films sont d'ailleurs à nouveau diffusés actuellement sur Paris. Avec Olivier Vieviorca, nous parlerons d'une nouvelle collection qui paraît chez Larousse, avec 4 premiers titres. C'est une série qui s'appelle D'un siècle à l'autre, et au travers de laquelle on essaie par l'histoire de nous donner des clés de compréhension de l'actualité. Musique également, comme à chaque fois dans Des mots de minuit, avec Jean-Philippe Goude et une partie de son ensemble, c'est du rock baroque, si l'on veut, et du jazz avec Nelly Pouget. Manière de voir, première partie de cette émission, l'un écoute l'autre, et on va voir ce que vous entendez l'un de l'autre et l'une de l'un. Jean-Jacques Pauvert, on commence avec vous, et vous signez l'anthologie historique des lectures érotiques 1985-2000. Titre de l'infini au zéro, c'est paru chez Stock, et quand on parle de littérature érotique, eh bien j'aimerais citer une partie de vos choix. Celui-ci, par exemple, qu'on trouve à la Bibliothèque nationale, et quand on parle de littérature érotique, j'aimerais bien vous lire de la littérature érotique. Ça s'appelle Ma source, et ça donne ceci. Je n'ai point tassé du baiser dont se contente tout le monde, et la source où je veux puiser est plus cachée et plus profonde. De votre bouche, elle est la sœur, au pied d'une blanche colline, j'y parviendrai dans l'épaisseur d'un buisson frisé qui s'incline. Elle est fermée, et l'on y boit en écartant un peu la mousse, avec la lèvre, avec le doigt. Nulle soif ne semble plus douce. Près de l'entrée, on trouvera ce rocher que frappait Moïse, et je veux que ma bouche épuise le flot d'amour qui jaillira. Car ma caresse ardente et forte fera monter l'onde à ses bords. Je suis à genoux, c'est la porte du sanctuaire de ton corps. Tu palpites, je t'y sens vivre, et je sens grandir, qui m'énivre l'arôme secret de tes flancs, car j'aime tes parfums troublants. Plus que l'odeur des forêts vertes, plus que la rose et le jasmin, source vive aux lèvres ouvertes, et je t'emporte dans ma main, senteur divine. Et ma moustache, ainsi qu'un souffle d'encensoir, jette à mon cerveau jusqu'au soir ce fumet où mon cœur s'attache. C'est signé Guy de Maupassant. Est-ce que c'est emblématique de ce qu'on peut appeler la littérature érotique? Je vais vous dire, d'abord une toute petite rectification. Je ne parle jamais pratiquement de littérature érotique. Je parle de lecture érotique, d'abord parce que ça change avec le temps. Et ça a pris des couleurs différentes au long des siècles. Donc je ne parle pas beaucoup de littérature érotique. Vous refusez le terme, d'ailleurs. Oui, complètement. Complètement. Parce que ça n'a jamais voulu dire grand-chose, sauf il y a quelques siècles, et puis ça ne veut plus rien dire maintenant. C'est d'ailleurs le tout dernier tome. On y reviendra peut-être dans une seconde, mais j'aimerais qu'avant on parle d'édition, et donc on parle généralement de littérature. Et la première question que j'avais envie de vous poser, Jean-Jacques Pauvert, vous êtes né en 1926 à Paris, était la suivante. Comment un cancre entre-t-il en littérature? Ah ben j'y ai toujours été. J'ai toujours été. Seulement, il faut voir que les lycées vers 1930, parce que je suis entré au lycée en 1930, et à 4 ans, et c'était un peu incompatible. Comment est-ce qu'on entre au lycée à 4 ans? Ah oui. Ah oui, je suis entré directement au lycée, comme ça. Il n'y avait pas de jardin d'enfants à l'époque. Et en quelle classe vous êtes entré au lycée en 1930? En 11e. Ah oui. Vous étiez... Ah non, mais je parle de...
Alors vous avez tout essayé, vous êtes fait virer de partout, y compris de l'école alsacienne. Oui, qui pourtant avait mais l'ordre je suis nucléaire. resté quand même 10 ans à la Canale, hein, grâce à des protections. Mon père connaissait le proviseur, enfin tout ça était... Et votre père connaît également Gaston Gallimard, Oui. et vous pistonne pour entrer Oui, dans la en grande maison. désespoir de cause, je dois dire. En désespoir de cause parce que l'idée lui était pas venue tout de suite. Et puis finalement, l'idée lui est venue parce que, finalement, si je travaillais mal en classe, c'est parce que je lisais trop. Et vous lisez quoi? Quels sont vos premiers émois? Ah, tout. Tout parce que mes parents avaient une bibliothèque très fournie. Et je me suis précipité là-dedans. J'ai lu des dictionnaires, par exemple. J'ai lu le dictionnaire de Littré, que j'ai réédité plus tard, d'ailleurs, parce que ça m'a laissé une très forte impression. Et je l'ai lu en commençant par la lettre A. Financièrement, sur le Littré, vous prenez le bouillon, hein, donc comme... Non, ça a été un succès, mais je prends un bouillon quand même. Bah, évidemment. Ça sera un peu long à vous expliquer. Au lieu de vendre 150 francs pour rentrer dans votre... Non, c'était très bien calculé, mais vous savez, c'était une époque en 1955-56 où la France était encore un pays du tiers-monde, il faut bien le dire. Et j'ai sauté avec des millions de traites de clients qu'on ne voulait pas m'escompter. Alors, dans votre manière d'aborder la littérature, vous arrivez chez Gallimard, enfin vous faites un peu du porte-à-porte. Oui, hein, oui. Vous faites un peu tout, et puis finalement on vous retrouve quand même éditeur. Et dans ceux que vous publiez très rapidement, il y a un Sartre. Un Sartre, c'est le premier. Il y a Genet, Gide, Cocteau, Monterland, pourtant interdit après la guerre avec l'épuration, Marcel Aimé, et puis bien sûr Sade. Ces gens-là, quand vous les rencontrez, vous êtes un jeune gamin. Comment est-ce qu'ils fonctionnent par rapport à vous? Vous savez, je dois dire que maintenant, à l'heure actuelle, ça m'étonne un peu, mais à l'époque c'était très différent. Par exemple, Sartre. Sartre, je connaissais Sartre parce que je vendais des livres, des éditions originales de Sartre, je lisais dédicacés, donc je le voyais, il ne me reconnaissait pas toujours, d'ailleurs. Et puis un jour, il publie dans une revue, Les Cahiers du Sud, un très bel article, un grand article sur Camus qui s'appelle L'explication de l'étranger. Je lui écris tout de suite en lui disant mais c'est dommage, ça va disparaître, parce qu'à l'époque ça disparaissait les textes. Et je voudrais en faire un livre. Et il me répond, quelle excellente idée. Il ne me répond pas, ça m'a donné d'un seul coup de mauvaise habitude. Il ne me répond pas, j'ai un contrat avec Gallimard, avec appelez Magel, mon avocat ou mon agent. Combien est-ce que vous me donnez, etc., etc. Il me répond, faites donc ce que vous voulez. C'est extraordinaire. Ça, c'était un bon côté de Sartre. Monterland était moins facile? Ah, beaucoup moins. Oh, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est le premier qui m'a vraiment fait sentir le concret du métier. J'avais 20 ans à l'époque. Nous avons parlé 5 minutes. Il m'a dit, monsieur, je vois que vous ne connaissez rien à votre métier. Alors, vous descendez au bureau de tabac. Heureusement, c'était tout de suite en dessous, qui est Voltaire. Vous achetez une feuille de papier timbré et je vais vous dicter un contrat. Et j'aime mieux vous dire que le contrat qu'il m'a dicté, c'était un chef-d'œuvre. Pour lui ou pour vous? Ah, pour lui. Pour lui, c'était 20%, c'était les droits pour 3 ans. Enfin, c'était... Mais ça m'a été très utile. On continue dans une seconde à se promener dans votre parcours, mais je voudrais qu'on écoute Georges Bataille. C'est un extrait de l'émission de Pierre Dumayet, Lecture pour tous. Ça date du 21 mai 1958. Il est interviewé sur différents thèmes abordés dans son livre « La littérature et le mal ». Et dans l'extrait qu'on va entendre, il évoque le danger que représente la littérature. Bien sûr. Je crois qu'il est essentiel pour nous d'affronter le danger que représente la littérature. Je crois que c'est un très grand et très grave danger, mais que l'on est vraiment homme qu'en affrontant ce danger. Et je crois que c'est dans la littérature que nous apercevons les perspectives humaines restituées sous leur jour le plus entier. Parce que la littérature ne nous laisse pas vivre sans apercevoir les choses humaines dans leur perspective la plus violente. Que l'on songe à la tragédie, à Shakespeare, et il y a de multitudes d'aspects du même genre. C'est tout de même la littérature qui nous permet de voir le pire et de savoir lui faire face, de savoir le surmonter. Et somme toute, cet homme qui joue
trouve dans le jeu la force de surmonter ce que le jeu entraîne d'horreur. Commentaire, Jean-Jacques Pauvert. C'est magnifique. Cela dit, je n'étais pas toujours d'accord avec Bataille, que j'ai fréquenté de très près jusqu'à sa mort, en fait, à partir de 1955, parce que il y avait quand même une éducation religieuse très forte chez Bataille, et si vous voulez, son tragique n'est pas tout à fait le mien. Mais nous entendions très bien. Sur cette idée que la littérature est un danger, que ce danger, il faut l'affronter, Ah oui, ça je suis complètement d'accord. Simplement, ça n'est pas le même danger, parce que finalement, Bataille revenait toujours au mal, au mal et au péché. Et ça, moi, ça ne collait pas tout à fait. Vous n'avez pas de culpabilité en vous? Oui. Comment? Vous n'avez pas de culpabilité en vous? Non. Donc les 20 siècles de morale judéo-chrétienne ne vous ont pas imprégné? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour ça, j'ai eu des parents tout à fait formidables, bien que même assez religieux, ils ne m'ont pas influencé du tout. Mais ça, je n'ai pas ça du tout. Je n'ai pas le sens du péché, mais j'ai le sens d'une criminalité liée à l'amour, liée au sentiment amoureux, liée à la sexualité. Il y a une criminalité là-dedans. Simplement, ça n'est pas le péché. Achevons ce bref survol de votre chemin éditorial. On parlait tout à l'heure de Littré. Vous avez publié également Élifort. Oui. L'épervier de Maheu, c'est un prix Goncourt, c'est en 1972. Il y a revendre des prix Goncourt après La condition humaine. Combien d'exemplaires? 2 millions en France. Jean-Jacques Pauvert, c'est également Albertine Sarrazin. Oui. Jean-Jacques Pauvert, c'est Histoire d'eau. Oui. Boris Vian. Bon, donc on a votre parcours d'éditeur. Vous avez fondé la compagnie Jean-Jacques Pauvert. Oui. Alors, avant de passer à ce qui va faire votre invitation ici, c'est-à-dire cette anthologie des lectures érotiques, un mot sur l'édition. Quel est le regard que l'éditeur que vous êtes aujourd'hui porte sur l'édition? Un regard assez distancié. Bon, mais ça a changé, mais les choses changent, hein, bien sûr. À mon avis, il n'y a plus maintenant d'éditeurs que chez les très petits éditeurs, et ceux-là n'ont aucune chance. Sinon, par ailleurs, c'est l'édition, c'est la concentration de l'édition. C'est la concentration de l'édition, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gestionnaires, principalement. Et c'est trop de livres, finalement. C'est beaucoup trop de livres. Et c'est pour ça que Jérôme Lindon, avec qui qui a débuté un peu avec moi, nous sommes diffusés ensemble au début des années 50, est resté toujours un modèle. Je ne partageais pas du tout ses conceptions et lui les miennes, mais c'est un modèle parce que il me disait encore 6 mois avant sa mort. En 1953, j'éditais 12 livres par an, j'avais 12 employés. Et en l'an 2000, j'édite 12 livres par an et j'ai 12 employés. Et je suis toujours dans les mêmes locaux. Et ça, c'est la sagesse. Et en plus, Jérôme Lindon avait coutume de citer Fischer, qui était un éditeur allemand du début du siècle, des années 20. Et Fischer disait « Il faut publier des livres dont le public ne veut pas ». Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai fait au début, pendant longtemps. Par exemple, l'Histoire d'eau, si vous voulez, en 1954, ça ne s'est pas vendu du tout. Mais pas du tout. J'en ai tiré 2000, j'en ai vendu 800, je crois, pendant des années. Quand on arrive... J'en ai vendu des millions, ça c'est tout. Après ça... J'ai mis 20 ans. On signale également au passage qu'en 93, vous faites publier Debord par Gallimard. Oui, ça m'a beaucoup amusé. Ça m'a beaucoup amusé parce que je ne connaissais pas Debord. Et nous sommes entrés en relation d'une façon un peu tout à fait fortuite, comme ça. Et il m'a dit, je voudrais que vous soyez mon éditeur. Vous savez, je ne fais plus d'édition. Il m'a dit, mais ça fait rien, chargez-vous de moi. Il faut que vous me trouviez un éditeur. Alors j'ai réfléchi, je lui ai fait 3 propositions. Je ne vous dirai pas les 2 premières. La 3e, c'était Gallimard. Bon, j'avais connu Gaston Gallimard,
Claude Gallimard, etc. Et je connais un peu, pas très bien, Antoine Gallimard. Et Antoine Gallimard avait envie de faire des choses avec moi. 8 jours après, nous dînons ensemble. Et il me dit, écoute, on s'est tutoyé très vite, et il y a un auteur que je voudrais que tu m'apportes, tu dois pouvoir le faire, c'est Guy Debord. Et ça a été fait Non, ça n'a pas été fait tout de suite parce que c'était très difficile. J'avais affaire à un auteur qui me disait, à moi je ne demande rien. Antoine va me faire une proposition, je l'accepte ou je la refuse. Antoine me disait, ah mais moi je ne peux rien proposer à Guy Debord parce que je vais lui proposer quelque chose, il va me le ficher à la figure probablement, donc je ne dis rien. Alors un beau jour... Vous êtes descendu au bureau de tabac chercher un 31 décembre, oui, pratiquement. J'ai tapé un protocole de 3 pages avec des conditions très précises, comme ça. Je leur ai envoyé à tous les deux, ils m'ont téléphoné le 31 décembre 1993, je crois, pour me dire qu'ils étaient d'accord. Miracle. C'est Noël. Oui, c'est presque. C'est une belle aventure. On continue cette conversation. On va parler de ce qui vous amène aujourd'hui, c'est-à-dire des lectures érotiques. Mais je vous propose d'écouter, on en parlait il y a une seconde, je vous propose d'écouter Jérôme Lindon, justement, et qui parle de quelque chose qui est ontologiquement, structurellement lié aux lectures érotiques, qui est la censure. Écoutez-le. En général, on traite de cas particuliers. Vous savez comment les choses se font, c'est dans une certaine incohérence, bien souvent. Suivant l'humeur ou la personnalité de tel ou tel rapporteur, des décisions peuvent être prises dans un sens ou dans un autre. On arrive à des incohérences flagrantes. Ils ne sont pas très informés. Vous comprenez, le livre, généralement, est lu par une seule personne, par le rapporteur. Les autres se fient, à juste titre d'ailleurs, parce que ça on n'aurait pas le temps de le faire, et se fient à l'avis du rapporteur et alors à la lecture de quelques morceaux choisis quelquefois, ce qui me donne très rarement une idée juste du livre. Avec des morceaux choisis, je me fais fort de faire interdire la moitié des grands ouvrages de la littérature française, qui comportent presque tous des passages qui ne sont en effet pas destinés à des enfants de 7 ans. Nous sommes le 7 janvier 1971 et Jérôme Lindon est le seul éditeur qui fait partie de la commission de la protection de la jeunesse. Exactement. Il a été très très bien, Lindon. Il a toujours été très courageux contre la censure, comme d'ailleurs Gaston Gallimard. On a été trois éditeurs à des titres divers. Et Jérôme Lindon, lui, a dit, mais puisque c'est comme ça, il y a des commissions, je vais en faire partie. Donc il a posé immédiatement sa candidature, qui ne pouvait qu'être acceptée, bien sûr. Et nous en avons profité pour faire repasser devant la commission tous les livres qui avaient été interdits avant. Et en dessous, sous prétexte que c'était de nouvelles éditions. Alors Jérôme Lindon les défendait. Et ils ont tous été rayés, si vous voulez, des interdictions diverses, des interdictions à l'affichage. Donc on a un peu schématiquement et rapidement le texte de juillet 49. C'est trop compliqué. On a les ordonnances de 58. On a l'amendement Jolibois aujourd'hui dans le code pénal qui permet tout. Ça c'est terrifiant. Il faut d'abord dire une chose avant tout, c'est que cet amendement Jolibois a été voté par l'Assemblée nationale unanime, la gauche et la droite. C'est pas la gauche. Au début, on avait affaire... Donc, on interdit tout ce qui peut être violent pour la jeunesse. C'est affolant parce que... C'est la porte ouverte à tout ça. Vous comprenez, les commissions, et à partir de Daladier, en 1939, se sont aperçus petit à petit que plus un texte de loi était précis, moins il était applicable. Donc, ils sont arrivés au chef-d'œuvre du dernier code pénal, là, de l'amendement Jolibois, qui est totalement vague. Et donc, qui permet tout. Qui permet absolument tout. Bon, moi, j'ai fait une comparaison qui est peut-être là-dedans. Je reviens à mes lectures érotiques par le biais de la censure. On a l'impression que la censure est structurellement liée à la lecture érotique. Donc, l'interdit fait, d'une certaine manière, l'érotisme, ce qui est paradoxal. Oui, mais... Parce que vous dites la censure, non, surtout pas la censure, surtout pas la censure. Oui, mais ce que je dis là dans ce dernier livre, je fais une grosse distinction. Dans les 5 dernières années, parce que 5-6 dernières années,
la société a changé fondamentalement. On ne s'en rend pas très très bien compte. C'est-à-dire qu'on continue à parler de censure, par exemple, comme on en parlait il y a 20 ou 30 ans. Or, c'est complètement dépassé. Regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Fun Radio, avec les cassettes vidéo, avec les adolescents des cités. Vous écrivez ceci: soyons clairs, il n'y a pour ainsi dire plus de lectures érotiques. Non. De la même manière que la sono des boîtes atteint aujourd'hui des décibels assourdissants empêchant d'écouter ce qui est diffusé, le registre des textes sexuels naturalistes est aujourd'hui tel qu'il est impossible de lire ce qui est proposé. Mécaniquement, les nouveaux auteurs, femmes, homosexuels, bisexuels, hétéros, dévident comme en faisant du tricot, un coup à l'envers, un coup à l'endroit, des relations de scènes de sexe toujours les mêmes, sauf la surenchère, dans un style toujours le même. Nous succombons sous le nombre de lectures érotiques dont l'abondance, souvent la violence, font qu'elles n'en sont plus guère, puisqu'on ne s'entend plus. Ajoutons que la bouillie, qui fait aujourd'hui fonction de langue française et qui nous est servie quotidiennement, tant dans les livres et les journaux qu'à la radio et à la télévision, contribue avec une rare efficacité à rendre toute lecture, érotique ou pas, comme nulle et non avenue. D'autre part, la lecture érotique est doublée aujourd'hui par de nouveaux procédés d'expression, Minitel, Internet, cassette, X ou pas, qui, s'ajoutant à ce qu'elle est aujourd'hui, font de l'expression érotique un bien de consommation parmi tant d'autres et d'une prodigieuse vulgarité dans tous les sens du mot. Boum, c'est fini, ce sera forcément le dernier tome. Oui, c'est forcément le dernier le tome. mot passant, c'est une belle lecture érotique. Oui. On ne peut plus écrire comme cela aujourd'hui. Il n'y a plus cette Non, créativité de la langue. Je ne crois pas. Il y a un besoin de renouvellement, mais il y a une impossibilité de renouvellement. Qu'est-ce que ça donnera? Alors ça, ce sont des questions que je pose. Hein. C'est plus mon problème, c'est plus mon époque. Et je ne sais pas du tout ce que ça deviendra. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Regardez, tout ce qui se publie à l'heure actuelle, aussi bien dans les collections spécialisées que dans la littérature générale, enfin c'est absolument affolant, mais c'est en même temps une répétition sans arrêt. C'est toujours le même style, sont toujours les mêmes situations. En même temps, ces quelques années, on a eu l'impression que, notamment, les auteurs femmes étaient capables d'écrire une crudité dont n'étaient pas forcément capables les mâles de la génération précédente. Oui, la crudité, vous savez, on n'y ajoutera pas grand-chose, parce qu'il y a déjà eu tout ce qu'il pouvait y avoir. Hein. Mais je pense on n'ajoutera rien aux 120 journées de Sodome, par exemple. C'est indépassable. Alors, le réalisme qui soit féminin... Vous savez, la bonne littérature, c'est une forme de réappropriation que masculine. Hein. Je ne crois pas. Je pensais au livre de Catherine Millet, je pense au livre d'Annie Ernaux, Se perdre. Mais justement, j'ai participé à différentes émissions ces temps-ci avec Catherine Millet, qui est une personne fort sympathique, fort intelligente, et dont le livre est tout à fait réussi. Simplement, elle est tout à fait d'accord avec moi, ça n'est pas du tout une lecture érotique. Absolument pas. Il y a strictement que les faits, sujet, verbe, complément, et un alignement de faits qui arrivent à être un peu toujours les mêmes. Il y a pas de... mettons qu'il y a un peu d'érotisme à mon avis. Il n'y en a pas, mais c'est son avis aussi à elle. Mais il y a surtout pas de littérature. C'est un constat. C'est un bon constat, d'ailleurs. Annie Ernaux, dans La République du Centre-Ouest du week-end dernier, écrivait ceci: l'intimité, c'est ce qu'on partage le plus avec les autres, ce qu'on a de plus en commun avec les autres, ce dont on ne parle pas mais qu'on fait. Un exemple bassement matériel, aller aux toilettes, personne n'en parle mais tout le monde le fait. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à cela? Je crois qu'il n'y a pas de vérité inférieure, il n'y a pas d'interdit, ni désir de provocation, ni intention pornographique. Et si je décris certains gestes sexuels, c'est par l'émotion qu'ils ont pu me provoquer et les pensées qu'ils ont pu susciter, et non par leur seule représentation d'un geste osé à écrire. Il n'y a pas chez moi volonté d'obscénité, seulement cette passion qui est l'obsession d'un homme, partout dans votre être, toujours là, surtout dans l'attente ou dans l'absence, mais c'est une belle souffrance, dit-elle dans une interview récente. Je n'ai pas une admiration énorme pour les textes d'Annie Ernaux, elle le sait d'ailleurs, parce que chaque fois nous nous retrouvons, et son journal là, récemment, c'est vraiment... Une question il faudrait gâcher pour rien. Moi, je vous trouve très sévère et je continue à vous recommander Se perdre d'Annie Ernaux. Les Inrecuptibles, pétition, baise-moi pas.
Face à la recrudescence des cas de censure, des artistes ont décidé de réagir avec cette pétition et réclament de pouvoir saisir la justice en référé quand leurs œuvres sont frappées d'interdiction. Une riposte politique pour modifier la loi, pétition nationale contre la censure, à messieurs et madame Jospin, Tasca et Dufour. Oui, mais c'est complètement dépassé tout ça, vous comprenez. C'est complètement dépassé. La censure, quel était le but de la censure au XIXe siècle, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et encore en 93 avec le nouveau code. C'était de protéger les esprits faibles. Alors d'abord les femmes, après au XIXe maintenant siècle, c'est fini. Le cas des femmes a été réglé, maintenant ce sont les adolescents. Mais les adolescents ont accès directement, sans aucune censure, aux images, à l'Internet, aux cassettes vidéo. Il y a un marché noir affolant. Les éducateurs disent les enfants de 11-12 ans connaissent tous Rocco Siffredi, ils ne connaissent pas Charlemagne. Et on voudrait interdire des livres, mais c'est complètement aberrant. Ça n'existe plus, ça ne peut plus exister. La censure. En même temps, on est quand même dans une époque qui est plutôt morale. Oui, mais elle est morale en face de quoi? Et ça, c'est plutôt emmerdant. Ça, oui, mais elle est morale en face de quoi? Vous comprenez, quand les enfants de 12 ans ont accès à toutes les cassettes vidéo qu'ils veulent et à tout l'Internet qu'ils veulent, ça rime à quoi d'interdire un livre? Ça n'existe plus, ça n'a plus de sens. D'accord avec vous. Toute dernière question, Jean-Jacques Pauvert. Évidemment, on a compris que vous étiez un homme de liberté, absolument contre la censure. Oui. Peut-on et doit-on, j'évoquais Fischer, l'allemand tout à l'heure, dans les années 20, peut-on et doit-on tout publier? Autrement dit, vous avez par exemple publié l'antisémite Rebatté. Oui. Bon, est-ce qu'il faut publier les négationnistes? Est-ce que, et c'est le premier texte de l'année 86 dans votre anthologie des lectures érotiques, c'est Opus Pistorum, c'est Henri Miller. Henri Miller, oui. Et le narrateur a des amours tarifés avec un enfant de 13 ans. Oui, une enfant de 13 mais ans. oui, mais parce que c'est de la littérature. Antisémite. Aux éditions de Minuit, vous avez Tony Duvert qui raconte qu'il n'a jamais fait l'amour avec un garçon de moins de 7 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On ne l'a pas interdit. Bon. Est-ce que vous êtes sinon on interdit, mais est-ce que vous êtes en porte-à-faux, en gêne, même si, par principe, vous publiez? Non, moi je suis, là je retrouve tout à fait Jérôme Lindon, j'ai une position personnelle, si vous voulez. Moi, je publie ce que je considère comme de la littérature. Jérôme Lindon aussi, si il a publié Maurice Duvert, je ne l'aurais pas fait, moi. Mais je comprends très bien qu'il l'ait fait. C'est pour lui, la littérature, bon, c'est très bien. Moi, je publie Opus Pistorum en morceaux choisis parce que je considère que Henri Miller a sa place, puis c'est un morceau magnifique. Bon. Et même son père fait l'amour avec une fillette de 12 ans. Bon. Et alors, de toute façon, vous comprenez, l'influence des textes, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que l'influence des textes. On a toujours dit, d'ailleurs c'est un lieu commun de la critique littéraire, que les romans sentimentaux étaient plus dangereux que les autres. Hélène Paillet, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Jean-Jacques Pauvert? Mais je préciserai 2 choses à son propos. Il adore le bricolage, la boxe et le tennis, et il lit toujours l'équipe, notre confrère l'équipe tous les matins. Voilà, si j'avais su ça, jamais je l'aurais contacté. Je voulais préciser ça, et je voulais en plus, j'ai lu à son propos que son envie et son ambition aujourd'hui, vu son grand âge, c'était de créer un centre d'études du sentiment amoureux. Ce qui est magnifique après avoir. Magnifique. Oui. Aline, qu'avez-vous entendu de... J'ai entendu, enfin j'ai écouté, mais en même temps revenait évidemment plein de choses qui sont liées à ma rencontre. D'ailleurs, je ne sais plus tellement comment. Il était venu à l'université à Toulouse et je m'étais glissée, non par piston, mais par culot auprès de lui. Sorano. Au Théâtre Sorano, voilà, j'ai fait mes études au conservatoire au Théâtre Sorano. Enfin bref, on s'est retrouvés autour d'une passion commune qui était René Nelly. Et il avait obtenu un rendez-vous avec ce vieil homme que j'admirais énormément, le grand... comment on va dire, médiéviste, qui a révélé toute l'érotique des troubadours, mais il était poète également et grand écrivain. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, est-ce que je peux venir avec vous? Il m'a dit, enfin il m'a pas dit vous êtes gonflé, mais à peu près, mais il m'a dit pourquoi pas. Et puis le rendez-vous ne s'est pas fait et nous n'y sommes jamais allés. Et puis on s'est revus et
moi, j'ai eu du... Alors, je vais moins réagir à ce qu'il a dit, mais à tout le chemin qu'il a fait, sans doute, mais tout le chemin que j'ai fait. À l'époque, quand je le voyais à Paris, donc je ne sais pas, j'avais 20 ans, 22 ans, et je me disais, mais qu'est-ce qui peut intéresser ce type, à moi qui viens de Toulouse, qui ne suis connue de personne. Et donc, je pensais que derrière, il avait des idées. Et un jour, je le lui ai dit, je ne sais pas s'il s'en souvient, dans un bar, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi vous intéressez à moi? Il m'a dit, oh, si vous avez pensé qu'il y a une idée derrière ma tête, vraiment, ce n'est pas ça. Et je l'ai cru. Je crois que c'est le premier homme que j'ai cru. Et qui m'a un peu donné confiance en moi. Qui ne s'intéressait pas à la chose. À la chose, non. À la séduction. Au sexe, ou à ces choses-là qui m'intéressaient quand même. Mais bon. Et donc, j'avais besoin d'un homme comme ça. Et je lui ai donné des choses à lire. Et un jour, il m'a dit... ce qui compte, c'est le point de vue. Et ça, je ne l'ai jamais oublié, parce qu'il a su deviner dans quelques phrases qui sont devenues La Marmite, que je n'ai pas édité chez Jean-Jacques Pauvert. Je lui ai fait une infidélité, mais c'est oedipien. Vous étiez tenté par la littérature érotique, même en lecture, oui, mais parce que j'ai des lectures érotiques. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Jean-Jacques Pauvert. Il n'y a pas de littérature érotique. Quand moi, je relis, là, dans ces vacances, il y a 8 jours, Un balcon en forêt de Julien Gracq, et que je suis émue, sexuellement émue par quelques scènes où il y a peut-être 10 pages sur l'amour et tout le reste c'est la description de la forêt avec un vocabulaire qu'aujourd'hui on n'aurait plus pour décrire une forêt, où on dit elle est folle, où c'est ma liberté, mes fantasmes, ma propre lecture qui trouve là sa liberté et son débouché, ses fantasmes. Et c'est ça qu'il m'a donné, cette liberté-là, d'être une femme belle, pas courtisée, me donner un peu confiance en moi pour écrire et me donner la liberté dans ce que je lis, d'y lire ce que je veux y lire. Et c'est en ça que c'est dangereux. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est que je pense que la censure, elle n'est pas faite pour protéger les femmes à l'époque ou les enfants aujourd'hui. Il y a une censure économique d'abord aujourd'hui. Bon, il en a beaucoup souffert, mais elle est surtout faite parce que lire, quoi qu'on lise, même des romans photos comme je lisais dans le salon de coiffure de ma mère, parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque chez moi, eh bien c'est subversif. C'est un éditeur, c'est aussi un révélateur, on vient de le comprendre. Oui. On continue cette conversation à Aline Paillet dans une seconde. Moment musical dans Des mots de minuit, je vous propose de retrouver, enfin de trouver d'ailleurs, Jean-Philippe Goud et une partie de son ensemble. Il joue Pique-Nique Musique, c'est un extrait du dernier album qui s'appelle Rock de chambre. Pour cet album, l'univers baroque de Jean-Philippe Goud s'est élargi avec de nouveaux instruments, notamment électroacoustiques et la batterie. Il y a également de plus en plus de samples et dans cet ensemble, il y a des musiciens qui arrivent des arts florissants ou de l'Opéra de Paris. Il s'agit donc de rock baroque.
Rock de chambre, Jean-Philippe Goude. On retrouvera Jean-Philippe Goude et son ensemble tout à l'heure. Certes, mon dictionnaire de rimes est moins riche que celui de la moyenne des invités des émissions littéraires. La prise de parole est pour moi comme une arme, la seule arme de ma liberté. Mais pour autant, faut-il que la société se ferme à tout ce que j'ai appris pour arriver à dire « je ». À l'âge de 14 ans, à la mort de mon père, les mots de mon passé se sont emmurés. Le théâtre, la poésie, les livres m'ont sauvé d'un silence définitif. J'ai vécu avec les mots des autres, avec la langue des livres, le plus souvent celle des hommes. Mais la terre où je les semais était déjà enrichie du fumier de la vie. Ma parole a poussé comme une mauvaise herbe entre les mots des autres. Je suis une parasite de la conformité, une clandestine de la langue. Signé Aline Paillet dans Femmes en marche aux éditions Le Temps des Cerises. Est-ce que ça vous définit bien ? J'espère, puisque c'est ainsi que je me suis définie. Non, dans ce premier choix. Oui, ça me plaît que vous ayez choisi ça, parce que je l'ai relu pour venir à cette émission, et je me suis dit, enfin j'ose dire ça aujourd'hui. J'ose revendiquer que la parole donc, est venue par la lecture, justement. Et c'est en ça que c'est dangereux et que c'est subversif. Parce que c'est dans la langue des autres, dans les interstices de la littérature que j'ai osé, moi, prendre la parole. Écrire, c'est encore une autre étape. Vous avez écrit aussi, on parlera de votre livre « La marmite » qui date de 1993. C'était chez Jean-Claude Lattès, mais je voudrais m'arrêter simplement sur ce que vous écrivez. Vous dites « j'ai appris pour arriver à dire « je » et vous mettez « je » entre guillemets. Est-ce que ce « je » est psychanalytique ? J'aime pas beaucoup mélanger littérature et psychanalyse parce que, en fait, j'ai fait, la littérature, j'ai écrit La marmite, ce livre qui est plus un livre journalistique. J'ai un court-métrage que j'ai écrit aussi, et puis en préparation un roman depuis très longtemps que je n'arrive pas à finir. Donc, mais en même temps, j'ai fait aussi une psychanalyse, et c'est pas la même chose. Et on n'y dit pas la même chose. Et même si ce livre, La marmite, peut apparaître comme libératoire, et si j'ai dû passer par là pour pouvoir écrire d'autres choses, et pouvoir commencer à écrire, ce n'est quand même pas une psychanalyse. Donc le jeu littéraire est différent du jeu du divan. Oui, vraiment. Et heureusement, d'ailleurs. Aline Paillet, pour vous situer, vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes productrice d'émissions sur France Culture. On vous connaît pour la série Regard de femmes que vous avez longtemps fait sur France 3. Vous êtes membre du Conseil économique et social. Vous avez été députée européenne. Oui, vous savez. 94-99. Oui. Apparenté au groupe communiste. Au Parti communiste, oui. Vous avez récemment participé à une élection législative partielle à Toulouse. Oui, et municipale aussi. Et municipale également. Vous êtes à l'extrême gauche. C'est-à-dire que la gauche n'est plus à gauche, c'est la gauche traditionnelle. Donc évidemment, moi, je me situe, j'ai l'impression d'être très fidèle à mes convictions, mais c'est comme un manège, ça se déplace, moi je reste fixe, et donc ça a tourné autour de moi, je me retrouve à l'extrême là. Je sais pas, mais ça ne me gêne pas du tout. Je préfère la gauche radicale, c'est-à-dire revenir aux racines. Pourquoi il y a de la politique? Pourquoi il faut du politique? Pourquoi on s'engage? Quelles sont nos convictions? Dans quoi elles sont enracinées? C'est ça mon travail. Or, plus aucun parti ne se pose ces questions-là pour lui-même, pour ses adhérents, j'en sais rien, j'espère que oui, pour les quelques militants de base qui restent, mais en tout cas pour ses dirigeants et pour ceux qui nous gouvernent, non. Donc moi je me situe là, c'est-à-dire à la racine, je creuse. Donc je suis à la gauche radicale. Et on peut supposer, quand on vous sait à France Culture, quand on vous a su à François, que vous êtes donc une ardente un défenseur ardent du service public, de la notion de service public. Alors ça c'est très important, c'est pas qu'une notion, c'est une fonction essentielle pour toute société qui veut devenir une société qui sorte de la barbarie. Et d'ailleurs, à force de l'oublier, quand on va s'en rendre compte dans l'autre sens, on va retrouver une autre barbarie que celle qu'on a connue. Malheureusement, on en a connu d'autres, pour d'autres raisons, et c'est terrible. Il faudrait revenir là aussi au fondement et voir avec les anthropologues et pas seulement avec les juristes de droit public qui ont beaucoup à nous apprendre. Comment s'est fondé et sur quoi est fondé le service public? C'est quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes plus à ce moment-là un client mais un usager, et on pourrait en parler en littérature, en culture. En tout cas, bienvenue sur une chaîne de service pour le dire ici.
Femmes en marche, le temps des cerises, donc toute une envie chez cet éditeur. C'est un pamphlet. En tout cas, on ne rate rien de ce qui a fait l'évolution, la maturité du droit des femmes. Ça va du combat des sages-femmes aux gynécologues accoucheurs, en passant par le droit à l'avortement. Le sida, la prison, enfin il y a tout. Internet, je ne sais pas s'il y a tout. Presque. Il y a les luttes d'aujourd'hui. Je ne voulais pas, quand Francis Combes m'a proposé de faire pour le 8 mars un livre sur les femmes, je ne voulais pas refaire un livre sur l'histoire de la lutte des femmes. D'abord parce que ça a été très bien fait par beaucoup d'historiennes. L'histoire commence à rattraper ses lacunes. Je ne suis pas non plus sociologue. Il y a d'excellentes sociologues qui travaillent sur le féministe. Je ne suis pas une féministe, une chercheuse de ce point de vue-là. Donc, je suis quelqu'un qui milite, qui a toujours milité pour une cause ou pour une autre, enfin, pas pour n'importe lesquelles. Alors, j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en 8 mars 2001, des femmes se battent encore, tous les jours, sur des choses sur lesquelles on ne devrait plus se battre, mais sur des choses nouvelles ou sur des choses qu'on est en train de nous retirer sans qu'on s'en aperçoive et sur lesquelles il va falloir recommencer à se battre, ce qui est encore plus difficile. Vous écrivez « Nous sommes condamnés à être radicales ». Oui. Oui, parce que moi, je vois beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, mais même des femmes moins jeunes, qui ne savent pas que l'on s'est battu pour un certain nombre de droits. Et donc, si on ne rappelle pas cela, ces droits ne sont plus revendiqués et un jour, ils ne sont plus appliqués parce qu'ils paraissent évidents et ils sont supprimés. Et revenir sur des luttes qui se sont fondées sur toute une histoire, c'est encore plus difficile que de demander des droits nouveaux. Qu'est-ce qui est le plus emblématique de ce que vous êtes en train de décrire pour vous? Quels sont les quelques exemples? Le travail. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs une interview moi qui m'a, enfin plusieurs, bien sûr, m'ont tout intéressé a priori, mais quand on voit cette femme qui est chômeuse. Daniel Mélador, et qui a été la vedette d'un film d'ailleurs. Ressources humaines de Laurent Canté. C'est quand même extraordinaire de voir comment aujourd'hui la femme chômeuse remet en question toute la société d'un point de vue extrêmement politique. C'est-à-dire en partant du travail, en partant des droits qu'on est en train de nous supprimer, de parler de la flexibilité, du soi-disant temps choisi, de cette horreur qui serait de concilier vie familiale et vie professionnelle, des nouvelles technologies qui nous permettraient de travailler à la maison tout en gardant nos enfants. Ça rappelle les ateliers de couture à la fin du 19e. De parler des travailleurs pauvres, ces nouvelles catégories dont les femmes sont essentiellement à 80% représentatives, de l'humiliation, de la non-concordance entre la formation des femmes, qui est de plus en plus pointue, et de ce qu'on leur propose en termes de travail. Enfin, on pourrait le développer. Elles mettent en cause de manière subversive totalement et politique cette société. C'est une société qui n'est pas une société de progrès. Daniel Mélador, qui a une de vos questions, répond ceci. Une question que vous posez, qui est un aspect peu abordé lorsqu'on parle du chômage, c'est la question de la culture. Comment oser revendiquer les vacances, les loisirs, le cinéma lorsqu'on est en recherche d'emploi? Et Daniel Mélador de répondre, les loisirs d'un ouvrier, est-ce qu'un ouvrier a des loisirs? Le chômage vous culpabilise, le temps utilisé pour les loisirs devient de l'oisiveté. On a l'impression qu'à partir du moment où on ne lit pas utile, c'est-à-dire des annonces, les affiches de la NPE, on commet une faute. Il n'y a rien à rajouter. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est qu'on trouve là des gens qui, par leur vécu quotidien, les humiliations sur lesquelles ils doivent travailler, nous disent cette dureté, cette cruauté, cette brutalité qu'on fait semblant de découvrir aujourd'hui avec Marx et Spencer ou Danone ou je ne sais qui. Deux remarques, Aline Paillet. Je remarque simplement que dans votre manière de parler, on parlait du jeu tout à l'heure, et quand vous êtes dans la revendication politique des femmes, vous n'êtes plus dans je pense que, mais vous êtes dans nous voulons, ou pour nous. Je me révolte dont nous sommes, disait Camus. De toute façon, moi, je ne cherche pas à le faire. Ça
vient moins tout seul, quoi. Ça vient, Ouais. bon, on l'a bien entendu et je le remarquais. Ça, en même temps, je ne vous sens pas réellement féministe. Je vous sens plus politique que féministe. Vous interrogez Jane Evelyn Atwood, qu'on a reçue d'ailleurs il y a quelques années, photographe qui a notamment travaillé sur les prisons aux États-Unis. Et elle dit ceci, à votre question, voyez-vous des différences entre les femmes françaises et américaines? Elle répond ceci: je suis désolée de voir qu'en France, le mot féministe soit devenu un mot presque insultant, tandis que toutes les femmes intelligentes, toutes les femmes que je connais aux États-Unis sont féministes, et les hommes intelligents se disent aussi féministes. C'est rentré dans les mœurs. Il est vrai que je parle de New York, et à l'ouest du pont George Washington, il y a beaucoup à faire. Ouais, Alors, je vous sens plus politique que féministe. Je suis politique, mais être féministe, c'est aussi être politique, parce que je ne suis pas féministe au sens... Alors là, on a eu des grands débats, justement. Est-ce que la littérature érotique ou pornographique, puisqu'à l'époque, c'était le grand débat, est une littérature dominée par les hommes? Est-ce qu'ils ont dominé nos fantasmes? Non, de ce point de vue-là, bon, c'est beaucoup plus compliqué et on n'aurait pas le temps d'en discuter. Donc je suis engagée politiquement dans la vie, je l'ai toujours été, mais dès l'âge de 9 ans, toute petite. Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais bon, c'est venu comme ça. Pourquoi aussi? Parce que je viens d'un milieu et d'une région où les femmes avaient acquis, mais historiquement, c'était les premières à avoir voté. C'est la Révolution française qui leur a enlevé le droit de vote dans la Haute-Ariège. C'était des femmes qui votaient dans les conseils communaux, parce que le droit d'aînesse était là, donné aussi aux femmes. Et ça a laissé des traces dans ce pays. Mon arrière-grand-mère était d'une liberté totale. Ma grand-mère faisait de la moto, avait quitté son village de la Haute-Ariège à 16 ans, a eu des amants jusqu'à ce qu'elle meure. J'étais obligée de sonner ou de téléphoner, de prévenir pour venir, parce que, y compris avec son incapacité motrice, elle avait abandonné le deuxième étage de sa maison, enfin le premier étage, elle vivait au rez-de-chaussée pour être indépendante et pouvoir continuer à avoir une vie sexuelle. Donc je viens, moi, de ces femmes-là, de ces femmes qui ont filé dehors les curés, parce qu'elles étaient anticléricales, qui ont... Bon, et puis, de l'autre côté, j'ai vu des femmes humiliées, dans les bordels, dans les... Ça a été votre aussi mon tante enfance. était Mère Macrel. Enfin... Ma tante, c'était une entreprise familiale du côté de ma mère. Oui, il y avait plusieurs de mes tantes, mon oncle qui était le chef de tout ça. Mais, le chef Macron. Oui, du milieu. Et donc, voilà, j'ai vécu entre la liberté et l'humiliation, la dignité jamais atteinte et la dignité jamais atteinte non plus du côté des prostituées, mais toujours menacée parmi ces hommes et ces femmes qui dirigeaient ces lieux. Donc ça a été compliqué pour moi de devenir déjà une femme. Alors féministe, je sais pas, je suis une drôle de féministe. En tout cas, les hommes qui vous entourent, il y a notamment Riton. En tout cas, livre largement autobiographique. L'histoire est celle de Clara dans La Marmite, ça sort en 93. Riton avait une passion, c'était de donner à chacun un surnom. Débaptiser les femmes pour se les approprier, débaptiser les hommes pour se faire respecter d'eux. Dans pareil milieu, même les prénoms usuels prennent valeur de nom de guerre. Ma cousine et moi étions sans doute trop jeunes pour être différenciés. La brune Claudia et la blonde Clara accouraient donc lorsque retentissait leur sobriquet générique de chèvre. Je sentais là tout le mépris qu'il avait pour nous. Ce n'était pas seulement moqueur, ce n'était pas tendre. Je comprenais bien qu'il nous méprisait, non pas parce que nous étions des enfants, mais parce que nous étions des filles. Il savait que nous étions des femmes en devenir et donc qu'il nous mépriserait comme toutes les autres. Il gagnait du temps, voilà tout. Ouf. Oui, j'ai grandi avec ça, du moins j'ai essayé, et c'est comme ça que je me suis emmurée aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait? Il parlait de criminalité tout à l'heure, Jean-Jacques. Moi, je sais ce que ça veut dire que d'avoir envie de tuer. De vouloir tuer celui qui est en face. Parce que c'est le seul échappatoire possible. Alors, il y en a un autre, c'est de se taire, parce que là, les mots ne peuvent pas remplacer, et d'attendre qu'ils puissent sortir autrement. Et ça a été le théâtre, et ça a été la poésie, ça a été la littérature. Et dans les actes, c'est le militantisme. C'est l'acte collectif qui éloigne quand même du crime, ou alors ça devient un acte de résistance. En haut, dans la pénombre et les chuchotements concertés de sa mère, de sa tante, Clara percevait bien des bruits. La rue était calme, quelques éclats de voix, 2 coups de klaxon, quelques rires. Dans les chambres aussi, on riait parfois, mais par éclats. C'était au bruit que faisait l'eau dans les tuyauteries que Clara pouvait tenir le compte des visites reçues dans les chambres du dessous. Quant à celle de l'autre côté de l'escalier, c'était au tour de verrou. Voilà le... Oui.
J'avais voulu appeler ce livre au départ parce que je pensais avoir pris assez de distance. Alors j'avais dit, je voulais appeler bidet à chaque étage. Mais comme à une époque, il y avait gaz à chaque étage. Et puis, je crois que je n'aurais pas trouvé d'éditeur, donc ça s'appelait autrement. Mais en fait, je n'avais pas pris tant de distance. On ne prend jamais suffisamment de distance avec ça. Ça revient un jour ou l'autre. Aline Paillet, vous parlez du théâtre, de la littérature, et vous arrivez naturellement à la radio, à la télévision, et vous écoutez les autres, vous les faites parler. Regardez, 1990, c'est un exemple de ce que vous faites dans le service public de télévision. Et l'une de ces femmes que vous faites parler, que vous avez rencontrées, l'une de ces femmes que vous écoutez, s'appelle Blanca, et c'est l'une des figures les plus emblématiques des bidonvilles chiliens. Hein, c'est la Victoria. C'est la Victoria. C'est le plus grand autour de Santiago. Autour de Santiago. Voilà cette femme, voilà Blanca. Somos pobres, nosotros decimos, pero tenemos una dignidad grande. Sabemos lo que valemos. Sabemos la importancia como pobladores en este país, en Chile, que hemos asumido. Hay mucha responsabilidad sobre nosotros. La Victoria ha sido en este país como la representatividad o la que ha dado la cara hacia los demás. Entonces tenemos que sacar fuerza, decimos, de flaqueza y saber enfrentarlo. C'est extraordinaire parce que on parlait tout à l'heure de liberté dans la langue et d'avoir poussé dans les mots des autres. Dans la maison, si on peut dire, dans le bidonville de Blanca, tout à coup, après l'émission, on prenait un pot et je vois un bâton de poèmes de Serge Pey, le poète toulousain, mais qui est devenu international. Je dis, mais Blanca, un bâton. Elle me dit, mais tu connais Serge Pey? Mais c'est moi qui étais étonnée que Blanca est née dans ce bidonville. Elle a appris à lire. Elle était abonnée au Monde diplomatique par je ne sais quel correspondant qui l'avait abonnée au Monde diplomatique en espagnol. Et elle avait un bâton de poésie. Et elle me dit, mais vous savez, les militaires sont tellement bêtes. Ils viennent tous les 8 jours à peu près me foutre en l'air ma baraque. La seule chose qui ne touche pas, c'est ce bâton parce qu'ils ne savent pas que c'est de la poésie. Voilà la liberté, la subversion. Voilà la censure. Pourquoi il y a la censure de la littérature Serge Pey, et pas des cassettes qui fait aussi de la politique. Bon, là, non, Serge Pey est un homme engagé et la littérature est engagée, la poésie est engagée et il s'est engagé par amitié, par conviction, dans la campagne électorale à Toulouse, sur la liste que je menais 100% à gauche. Et nous avons fait beaucoup de poésie pendant cette campagne. Ça aussi, il faut oser aujourd'hui. Alors, ce que vous êtes, ça vous oblige aussi à écrire, à pousser des coups de gueule. Vous disiez écrit tout à l'heure. La semaine dernière, c'était dans l'Humanité pour les femmes afghanes. On peut regarder quelques photos dans ce reportage de Luc Desbenoît et des photographies surtout de Bruno Stevens dans Télérama. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le combat des femmes afghanes? Je suis d'accord avec le « encore », parce qu'il y a quand même longtemps que nous savons ce que les talibans font aux femmes. Moi, je me souviens quand j'étais parlementaire, on a fait plusieurs résolutions. On a chaque fois l'air de redécouvrir, bientôt, on va retourner en Palestine, retrouver, on oublie les combats, on y revient, après ça sera à nouveau l'Irak, après, et on les laisse de côté. Or, là, il y a des intérêts, c'est en ça que je suis politique, c'est que si on ne fait pas une analyse politique, et si on en reste à la pure émotion, si on oublie que les femmes afghanes luttent depuis des années et qu'elles n'ont pas attendu que nous, Françaises, même si moi j'ai participé à ça en écrivant une lettre, on a mes sœurs afghanes, qu'est-ce que ça peut m'énerver ça? D'abord ce langage de sœur qui est religieux, ça suffit, c'est pas mes sœurs les afghanes, ce sont des femmes qui se battent ou qui subissent ou qui ont peur, chacune avec son histoire, chacune avec sa part de courage, chacune avec sa capacité de résister. Mais derrière, il y a des questions politiques qui sont évidentes, avec les États-Unis, avec la France. Pourquoi on reçoit encore au Quai d'Orsay des dirigeants talibans? Enfin, ça suffit, arrêtons de faire les hypocrites. Et c'est plutôt à eux que j'ai envie de m'adresser, que femmes afghanes qui, elles, luttent. Ça s'appelle du réalisme politique, tout simplement. Mais moi, je ne peux pas dire tout simplement, je ne peux pas m'y habituer. Je ne peux pas m'y habituer. Vous avez d'autres combats. Je vous propose 2 documents. Pardon. Oui. Mais je veux jamais me mettre en colère parce qu'après on me traite de virago.
Et ça recommence parce que... Alors, quelle est cette femme Françoise Giroud, Voilà, bon, alors, qui m'a traité de virago. Oui, bon, bah, ça arrive. Ah bon, oui. C'est peut-être un compliment d'ailleurs, non? Jean-Jacques Pauverry. Moi aussi, hein, je ne dis ça pas. Regardez deux extraits qui vous qualifient. Et alors, ça, c'est vraiment toi. C'est un film de 2000, film de Claire Denis, militante dans les années 70. Et vous jouez votre propre rôle de député européen. Extrait. Ensuite, on va voir de Claire Simon. J'ai écrit « Je pense que » et vous envoyez un texte aux journaux où je lis « Nous pensons que ». Mais ça n'a plus du tout le même sens. En plus, vous le signez, sans m'en parler, sans me demander mon autorisation. Écoutez, Madame la Ministre, je vois bien que vous voulez me soutenir, mais c'est pas du tout ce que je vous avais demandé. Je vous avais demandé votre avis, je vous avais pas demandé de signer avec moi, et encore moins de couper deux paragraphes. Je ne sais par quel tour de table occulte vous avez fait ça. En tout cas, ça change tout à fait le sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ce nous? Nous, c'est quoi? C'est la gauche plurielle, c'est un parti, c'est le gouvernement, c'est vous et moi? Non, mais en plus, ce nous me neutralise. Tout à fait. Enfin, c'est parce que je suis apparentée communiste que je n'ai plus le droit de dire je. Au revoir, madame. Plus d'espoir, hein. Film de Claire Simon et non de Claire Denis. Pour vous, qu'elle me pardonne. C'est fiction ou pas, ça? Toutes les deux. Je pense non, parce que, a priori, vous avez montré exactement la même chose juste avant. Donc c'est vous dans C'est votre... drôle parce que ça, c'est un moment écrit par Claire Simon, de fiction. Et alors, les gens à la projection me disaient « Je sais à quel ministre tu parles. » C'est à Martine Aubry ou à... ça aurait pu d'ailleurs. Et donc, mais on vous a vu en vrai et c'est la fiction. En vrai et en fiction. Il y avait les deux. C'est à peu près la même chose. Plus politique encore, et votre combat actuel, regardez ce qui suit. Ah, j'ai peur. Journaliste, membre des Black Panthers jusqu'au début des années 70, Mumia Abu-Jamal prêche la révolution et le pouvoir au peuple. Voilà qui ne risque pas d'améliorer son cas lorsqu'en 1982, il comparaît devant un tribunal, devant un jury presque exclusivement composé de blancs, alors que les Noirs représentent 40% de la population. Il est accusé d'avoir abattu à coups de revolver un policier qui rouait de coups son propre frère par une sombre nuit de décembre dans une rue du centre-ville. De sa cellule, il crie son innocence, dénonce les pressions, les menaces exercées sur les témoins, les incohérences flagrantes d'une enquête qui, dès le départ, le désignait comme coupable idéal d'une justice expéditive. Rien n'y fait. Pour Leonard Weinglass, l'espoir de sauver la vie de son client s'amenuise. Si un noir est accusé d'avoir tué un blanc, obtenir la révision de son procès est toujours plus difficile. Si par malheur le blanc en question est un officier de police, cela devient extrêmement difficile. Et si le noir a un passé de militant politique, alors c'est pratiquement impossible. Voilà, on le voit, c'est votre combat actuel. Oui. Et plus généralement, les droits de l'homme et forcément de la femme, c'est le combat que vous avez mené aussi au Parlement européen. Oui, en faisant adopter des... notamment un rapport qui, pour la première fois, avait été confié au groupe de la gauche européenne, des groupes communistes, et où on condamnait la double peine, où on condamnait la peine de mort, etc. Et c'est curieux parce que la presse française n'en a pas parlé, on en a parlé un peu partout en Europe, aussi l'UMA. Elle est frileuse, la presse française? D'une part, elle se fout de l'Europe, d'autre part, elle ne s'intéresse qu'à quelques stars de la politique, et d'autre part, les droits de l'homme la mettent très mal à l'aise parce qu'ils sont très malmenés, que ce soit en prison, que ce soit celui des étrangers, des immigrés. Allez le dimanche matin, à Roissy, vers 6 h du matin, vous verrez comment on traite les expulsions, encore aujourd'hui. Et donc, je crois qu'elle ne parle que de ce qui gêne pas vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des limites à ne pas franchir. Pour Mumia, je l'ai toujours avec moi, parce que je l'ai rencontrée dans sa cellule de condamné à mort. Oui. Et tant qu'on n'a pas rencontré un condamné à mort, j'avais amené avec moi le condamné à mort de Victor Hugo, et je lisais ça dans l'avion, et tant qu'on n'en a pas rencontré un, on croit, nous, enfin moi, ma génération qui n'a pas connu la peine de mort, que c'est vrai mais c'est pas vrai, quoi. Comme les enfants, c'est pas pour de vrai. Et là, tout à coup, il y a quelque chose de moi qui est resté
accrochée à lui, mais parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous raconter très vite l'anecdote. À un moment donné, on était séparés par la glace et enfin, on ne peut pas se passer quoi que ce soit, il faut crier pour s'entendre. Et à un moment donné, je regarde dessous et il me dit, il regarde tout, il a un regard extraordinaire, il me dit, qu'est-ce que tu regardes? Et alors je suis devenue toute rouge, je lui dis, j'ose pas te le dire. Je regardais s'ils n'avaient pas oublié de construire le mur sous la glace, si on ne pouvait pas se toucher. Et il éclate de rire et il me dit, mais n'aie pas honte, si moi j'avais pas des rêves absurdes comme ça, je n'aurais pas tenu 19 ans en prison. C'est ça l'être humain et sa liberté. C'est ça que Ardelais disait, j'espère que jamais on fera des machines à détecter les rêves subversifs. Ah oui. Voilà ce qu'ils veulent dans la censure. Pour un combat sans limite contre la peine de mort et notamment contre la peine. Et notamment aux États-Unis. Je signale simplement Libération lundi 23 avril 2001, un collectif difficile à monter, un collectif de femmes de prisonniers en France qui dénoncent l'arbitraire, qui dénoncent l'éloignement familial, qui dénoncent les transferts abusifs et qui réclament aussi la possibilité de faire sans l'œil de la caméra l'amour à son mari ou à sa femme au parloir, enfin de trouver des chambres d'amour, et ce n'est pas pareil. Et c'est pas ça faisait partie de mon rapport sur les droits de l'homme. Et je me disais qu'il y avait un écho justement dans d'autant qu'en Europe, ça existe dans certaines prisons et que... Enfin bon, on ne va pas lancer ce débat, mais ça me paraît tellement naturel. Les droits de l'homme, Jean-Jacques Pauvert, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Aline Paillet? Oh, moi j'ai tout entendu, mais ça me conforte dans un sentiment que j'ai de plus en plus que les choses sont en train de changer. Les choses dont on avait l'habitude. La politique en particulier. Bon, moi je suis d'une génération, je suis né en 26 comme vous le savez, et pour moi le régime communiste c'était l'oppression noire. C'était la censure à la Libération, c'était le combat contre la contraception, combat féroce, hein, les articles de Jeannette Vermeerge dans l'Humanité, enfin c'était terrifiant. Et on est en train de bouleverser tout ça. Il y a vraiment un esprit nouveau que je constate, parce que on peut être inscrit au Parti communiste et militer pour la liberté. Ça n'a plus de sens. Il y a beaucoup de choses qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Et là, je le constate dans le domaine politique, comme je le constate dans le domaine de la censure. C'est-à-dire que vous êtes très pessimiste, ce que vous êtes en train de... Ah non, pas du tout. Ah non, vous dites un esprit nouveau au sens esprit nouveau, oui, complètement. Les choses se renouvellent, moi, je trouve. Se complexifie, comme dirait Edgar Morin, vous êtes dans ce... Oh, complexifier, il ne faut pas trop complexifier, mais changer, ah oui, beaucoup. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, enfin moi je serais plus pessimiste, ce sont les appareils. Sont les mêmes, hein. Mais qu'ils soient de gauche ou de droite, d'associations ou de partis. Donc, ce qu'il va falloir trouver aujourd'hui, c'est comment renouveler la manière de faire du politique, du collectif, pour changer la société en se passant des appareils. Jean-Jacques Pauvert, vous ne votez pas ? Ah si. Si, vous votez ? Si, je vote. Je vote dans le désordre. Il faut dire que moi, vous avez toujours voté ? Je vote dans le midi. Non, parce que j'ai été interdit on m'a retiré mon droit de vote pendant 10 ans. C'est Pompidou qui me l'a fait rendre, en même temps qu'il faisait changer d'ailleurs les lois sur la censure. C'était... Vous n'avez plus de respect pour Pompidou que pour Malraux, qui avait pourtant écrit un dictionnaire de la sexualité ou de l'érotisme. Oui, il avait été cité dedans, mais il s'est très mal conduit quand il était au gouvernement. Vive Pompidou, à bas Malraux. Ah oui, non, absolument. Pompidou, c'est le seul homme d'État, de quelque parti que ce soit, qui ait fait modifier la censure en janvier 67. Et je lui avais dit... Je l'avais connu d'ailleurs à l'occasion de mon séjour à Toulouse, il m'avait écrit après. Et il m'a dit, je ferai modifier les lois sur la censure. Je lui ai dit, vous allez avoir tout le monde sur le dos, à commencer par votre propre parti. Mais la gauche bien entendu, eh bien, il l'a fait modifier, moyennant quoi il a eu droit dans Le Monde à un article d'Evelyne Pizier disant, le gouvernement Pompidou aggrave la censure. C'est effarant.
On continue cette émission. On va parler de l'actualité culturelle dans une seconde avec deux invités qui vont nous rejoindre, qui s'appellent Olivier Viviorca et François Causse. On va parler de Peckinpah et d'une collection chez Larousse qui s'appelle D'un siècle à l'autre. On retrouve dans l'actualité culturelle et musicale Jean-Philippe Goud et une partie de son ensemble, extrait de leur album Rock de chambre, dont on a eu un premier titre tout à l'heure. Ça s'appelle Immer wieder.
Voilà, c'est Rock de chambre, c'est Jean-Philippe Goud, et dans son ensemble, en tout cas dans une partie de son ensemble, il y avait Goud au synthé, Hervé Cavelier au violon, Gilbert Audin au basson, Benoît Dunoyer de Ségonzague à la contrebasse, Jean-Philippe Audin au violoncelle, Éric Nkawa au piano et Éric Lamberger à la clarinette. Voilà donc pour cette actualité musicale. François Causse, Sam Peckinpah, La violence du crépuscule, chez Dreamland Éditeur, avec une préface d'Alain Corneau qui, sur ce réalisateur américain, écrit ceci. Quand Peckinpah a disparu, quelqu'un m'a dit, tu sais, Sam est mort tout seul dans une saloperie de camping-car perdu au beau milieu d'une montagne pelée. On ne l'a découvert que quelques jours plus tard. Légende, sans doute, mais tout y était dit. Un peu plus loin, quand vient le moment de filmer la fusillade finale dans le film The Wild Bunch, Sam s'élève en apesanteur, touché par la grâce. Plus rien ne peut l'atteindre, il reste obstinément bloqué en orbite géostationnaire. Des wagons et des wagons de nouvelles munitions arrivent d'Hollywood. Les costumiers recouchent jour et nuit les costumes déchiquetés. Personne ne sait plus combien de temps ça va durer. Et à mon humble avis, ça dure encore aujourd'hui. La preuve, Peckinpah, l'un des inventeurs majeurs du cinéma moderne, sera sans doute pour toujours celui qu'on citera le moins. Pas chic, pas recommandable, pas récupérable, gougnafier cosmique, ambigu éternel, rétif à toute forme de médaille, culturellement inclassable. Tant pis ou tant mieux, moi ce qui me tire les larmes, c'est d'entendre le cœur de Sam battre avec douceur, apaisement, sérénité. Et oui, dans la version Director's Cut de Pat Garrett and Billy the Kid, c'est vrai, cet homme était un vrai monstre, mais un monstre de tendresse qui vous intéresse, vous, puisque vous enseignez le cinéma, vous êtes également programmateur, et vous consacrez cette monographie à quelqu'un que vous admirez. Enfin, oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment un grand cinéaste qui a besoin d'être réhabilité. C'est un cinéaste qui a eu une influence vraiment très très importante sur des metteurs en scène comme John Woo ou Martin Scorsese. Et tout en faisant ce livre, je me suis rendu compte que, en quelque sorte, je remontais à une source vraiment très très abondante du cinéma américain. Comment est-ce qu'on peut le situer? Comment est-ce qu'on peut le situer, lui, par rapport au cinéma américain et au cinéma mondial en général? Peckinpah, c'est le metteur en scène de la remise en cause, on va dire, des idéaux américains à la fin des années 60 et au cours des années 70. C'est le cinéaste qui incarne le mieux cette contestation par rapport aux valeurs traditionnelles américaines. C'est en fait la crise de conscience américaine, c'est lui qui la représente le mieux. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est celui des cinéastes américains de ces années-là qui a su donner la forme la plus cohérente à cette contestation, en fait. Oui. Puisqu'il s'est emparé du western, donc, qui était le genre fondateur, le genre du mythe par excellence. Et ce western, en fait, il l'a transformé en instrument de contestation, en instrument de contre-culture. Que nous dit-il, par exemple, dans La Horde sauvage ? Quel est le thème et quelle est la bombe nucléaire qui est cachée dans la Horde sauvage? La Horde sauvage, en fait, c'est puisque à chaque fois il parle, bien sûr, il tient un discours à plusieurs niveaux. C'est un discours à la fois sur les personnages, c'est aussi un discours sur le genre, sur le western qui vit ses derniers feux à l'époque. Et troisièmement, c'est aussi un discours sur l'Amérique. Et ce que dit Peckinpah, je pense, dans la Horde sauvage, c'est qu'on voit tout au long du film des personnages qui ne font plus illusion et qui perdent, en fait, eux-mêmes toutes leurs illusions sur eux-mêmes. C'est un gang. Toute une mythologie, voilà. Un gang de cow-boys qui est à la recherche de son dernier coup, quoi. Voilà, c'est ça. Et tous s'effondrent au fur et à mesure. Voilà, ils recherchent, en fait, le dernier coup qui leur permettrait de passer au Mexique et enfin d'échapper à leur existence de plus en plus aliénante et marquée par l'échec. Et en fait, ils n'y arrivent pas et effectivement, tout s'écroule au fur et à mesure. On regarde un extrait de ce film mythique de Sam Peckinpah. Dejé tu pinchurriento pueblo, no más por no morirme de hambre. Pero mira, ahora soy feliz, muy feliz. Vivo con el mero de aquí. Mi general Mapache. Now, come on. She was my woman. I know. General. You ain't your woman no more.
Just look at her licking inside that inner owl's ear. Everybody. Volta! No! Voilà un extrait. Alors, c'est plutôt... c'est encore calme. Et en fait, dans la scène finale de ce film, je crois avoir lu un jour qu'on avait tiré à blanc 100 000 cartouches. Oui, exactement. 100 000 cartouches tirées à blanc. En fait, de 12 jours de tournage quand même pour la bataille finale. Et effectivement, une débauche de moyens très spectaculaire, parce que c'est bien en fait le western que Peckinpah veut enterrer à travers aussi ce récit extrêmement violent. Alors, on assiste, et ça ne concerne pas que Peckinpah d'ailleurs aujourd'hui, à des rééditions des œuvres originales, ce qu'on appelle le Director's Cut, c'est-à-dire que c'est le réalisateur qui... on montre les films imaginés par le réalisateur sans que les producteurs hollywoodiens soient passés par là. C'est beaucoup la mode du DVD en fait, qui fait qu'on revient en fait aux versions originelles, c'est-à-dire avant qu'elles passent entre les mains de... Et alors chez Peckinpah, qu'est-ce qu'on découvre? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre ce qu'a fait Hollywood de ses films, parce qu'on disait, Corneau dit que c'est quelqu'un qui était plutôt le petit canard noir, mais est-ce que dans sa filmographie, on voit une réelle différence? Est-ce que le discours avec ses écrits originels... Bien sûr, puisque Peckinpah a toujours été en guerre, on va dire, avec les studios, avec les responsables, en permanence. Donc il y a souvent eu des remontages qui ont été faits, et on a réhabilité plusieurs de ses œuvres, par exemple Pat Garrett et Billy the Kid, qui avait été l'un de ses films les plus massacrés, et on en a retrouvé il y a quelques années la version originale. De la même façon, aujourd'hui, La Horde sauvage, on l'a... Donc on va vers plus de pessimisme quand on regarde l'expression. On va vers plus de pessimisme, plus d'originalité aussi, puisque souvent la motivation de ces remontages, c'était de préserver justement un récit plus traditionnel et moins cassé, surtout dans le rythme. Je pense, par exemple, à ce film, c'est une question que je me suis toujours posée en lisant le livre de Jim Thompson, le lien conjugal, enfin, The Getaway, un guet-apens. La scène finale, c'est bien, puisque Ali McGraw et Steve McQueen réussissent à passer la frontière mexicaine après avoir acheté une camionnette brinque-ballante. Mais après, dans le livre de Jim Thompson, il y a cette scène où ils se retrouvent dans une espèce de communauté de hors-la-loi au Mexique, et c'est l'horreur du couple, puisqu'ils sont enfermés mais libres, mais l'un face à l'autre. Et elle n'existe pas dans le film, cette scène-là. Est-ce que, initialement, elle existait, ou il avait imaginé de la mettre? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il a quand même tiré beaucoup à lui le roman de Jim Thompson, et il en a fait un film sur les rapports de couple, en fait, entre justement Ali McGraw et Steve McQueen. Et si c'est complètement éloigné, aussi étonnant que ça puisse paraître, du pessimisme justement thompsonien. Ouais, c'est un peu dommage, mais c'est... Alors, ça ressort à Paris. Quelles sont les salles où on peut aller voir les films de Peckinpah, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, quels sont ceux qu'il faut en priorité choisir? Il y en a deux qui ressortent en fait en copie neuve, qui sont La Horde sauvage et Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, qui ressortent à partir du mercredi 25 à l'Action Christine Odéon à Paris, ainsi qu'à l'Institut Lumière à Lyon. Merci François Causse de nous avoir redonné envie. Puis c'est vrai que quand on voit les images de La Horde sauvage, ça... Jean-Jacques Pauvert. Ah oui, moi j'adore Peckinpah. Aline Payet Je vais vous décevoir beaucoup. J'ai du mal à le western, mais surtout je pensais que quelle chance que nous ayons encore le droit d'auteur latin et pas le copyright, c'est-à-dire que l'auteur c'est encore le réalisateur et pas le producteur qui va remonter les films derrière. Donc défendons-le. Actualité culturelle, on parle théâtre avec Les Bonnes de Jeunet, un extrait de la pièce mise en scène par Alfredo Arias, avec Laure Dutilleul qui incarne l'une des sœurs, c'est Claire, Marie-Lou Marini qui incarne Solange, et Alfredo Arias qui incarne Madame. On s'en doute, c'est décapant. Voici l'un des dialogues entre Madame et Claire, c'est Les Bonnes au Bouffe Parisien jusqu'au 19 mai. On dira, avant de regarder cet extrait, que Jean-Jacques Pauvert a été l'éditeur de la version de 1954 des Bonnes de Jean Genet. Je suis servi par
les servantes les plus fidèles. Nous adorons, madame. Et vous avez raison. Que n'ai-je pas fait pour vous? Madame, nous avez dit comme des princesses, madame nous a soigné Claire nous Solange, car madame nous confondait toujours, madame nous enveloppait de sa beauté, madame nous permettait d'habiter ensemble, ma soeur et moi. Elle nous donnait des petits objets dont elle ne se sert plus. Elle supporte que le dimanche nous allions à la messe d'éducation sur un prie-dieu près du chien. Elle accepte l'obédique que nous lui tendons et parfois, du bout de son gant, elle nous en offre. Elle arrive. Le taxi. Elle arrive. Hein? Que dis-tu? Je me récite les bontés de madame. Que d'honneur et de négligence. Vous les chargez des roses, mais vous n'essuyez pas les meubles. Madame n'est pas satisfaite du service. Mais très heureuse, Claire, et j'ai peur. Madame prendra un peu de tilleul, même s'il est froid. Voilà, Aline Paillet, vous dites c'est magnifique. Oui, je l'ai vu 2 fois et j'étais. Vous n'avez pas tout compris la première fois. Non, et en plus je l'avais relu avant. Alors non, mais j'ai été bouleversée. C'est-à-dire la première fois, j'étais émue parce que je revoyais Laure du Tilleul sur des planches. Avec laquelle vous avez joué dans Walk the Walk de Robert Kramer. Moi, j'ai fait une petite apparition dans le film de Robert Kramer, et je la voyais dans ce texte de Genet magnifique et cette mise en scène extrêmement bouleversante, violente et qui dit tout des rapports sociaux et c'est terrible. Véritablement revisité. Pour une fois, le mot n'est pas galvaudé. Non. Hein, vous êtes. Oui. Moi, j'ai assisté à la première représentation à l'Athénée et aux discussions entre Genet et Jouvet. Parce que j'allais à toutes les répétitions, à toutes les répétitions, et c'était assez extraordinaire. Genet était au balcon, moi Jouvet était au rez-de-chaussée. Alors la répétition se déroulait pendant 5 minutes, et puis Louis criait Jean, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est dégueulasse, mon cher Jouvet, comme d'habitude, n'est-ce pas? Vous n'avez rien compris, mais continuez. Ça a été comme ça pendant 1 mois. Et à la Générale, il m'a envoyé à sa place dans la loge de l'auteur. Moi, j'avais 20 et quelques années, je ne me rendais absolument pas compte. C'était assez vrai. Jouvet était un grand metteur en scène, ce n'était pas le metteur en scène des bottes. Actualité intellectuelle, culturelle et pourtant grand public. Oui, tout à fait. Michel Viviorca. Olivier. Olivier, pardon. Ça part mal, votre affaire. Hein. Le frère est un ami, excusez-moi. Bon. Ouais, pardon. Voilà, c'est l'inconscient. D'un siècle à l'autre, c'est publié chez Larousse, donc sous votre direction. 4 premiers tomes. Quelle est l'ambition de cette nouvelle série? Je dirais que l'ambition, elle est double. La première, c'est que vous avez un certain nombre de travaux historiques qui sont, je crois, des travaux historiques de qualité et qui n'arrivent pas à toucher le grand public, tout simplement parce que, au fond, un certain nombre de travaux sont difficiles à lire. Donc le premier élément, je crois, c'est de permettre à un large public d'accéder, voilà, de mettre à portée. C'est le premier point. Et le second point, c'est que bien, le XXe siècle s'achève et qu'il est peut-être bon de porter un regard rétrospectif sur ce siècle écoulé pour mieux comprendre le présent. Et que l'histoire, effectivement, offre un certain nombre d'armes. Vous parliez, Madame, des femmes, sur l'histoire des femmes, sur l'histoire du communisme, pour essayer donc de décrypter le temps présent. Voilà la double ambition. 4 premiers tomes, Peur privée, angoisse publique, L'avènement d'une superpuissance, le siècle de l'Amérique, Femmes et fières de l'être, un siècle d'émancipation féminine, et Communisme, une utopie en sursis, les logiques d'un système. Point d'interrogation. Point d'interrogation, oui. Oui. Pourquoi point d'interrogation? Parce que je pense que, l'auteur Philippe Buton le souligne bien. Si l'on pense que le communisme est une utopie politique, il a sans doute de beaux jours devant lui. Si l'on pense que le communisme a été réalisé par le système soviétique, je crois qu'il est mort. En gros, c'est l'idée. C'est mon micro qui est parti, mais j'espère qu'il fonctionne encore.
Donc communisme, une utopie en sursis. Sur la manière de faire, oui. Volonté d'iconographie très détaillée, très belle. Couleur également. Oui, on est dans une édition moderne, oui, on est moderne. actuelle. Très actuelle, oui, c'est l'ambition. Donc c'est très contemporain. Tout à l'heure, vous disiez volonté du grand public. Est-ce que vos étudiants, que ce soit à Sciences Po ou à Normale Supérieure, peuvent être des lecteurs de... Oui, pourquoi pas, je l'espère. Je veux dire, en tous les cas, nous n'avons pas transigé sur la qualité et nous avons fait appel à des spécialistes tout à fait reconnus. Donc il n'y a aucune volonté, si vous voulez, de brader en quelque sorte le savoir. Il y a la volonté de le rendre attrayant et surtout compréhensible. Je donne un exemple, si vous le voulez, sur le communisme. Je pense que vous avez eu tout un ensemble de débats autour du livre de François Furet, par exemple, autour du livre noir du communisme de l'autre. Je pense qu'entre la lecture directe de ces ouvrages et les comptes rendus que la presse en a donnés, eh bien, il y a un espace et que cet espace n'est pas tout à fait comblé pour le lecteur qui n'a pas nécessairement le courage ou l'envie de lire 500, 600, 700 pages. Et que ce livre remplit son office. Tout à l'heure, vous aviez dit que c'est l'histoire pour essayer de donner quelques clés à l'actualité. Si on reprend les 4 thèmes abordés dans cette première publication, sur Femmes et fières de l'être, quelle est l'une des clés de l'histoire qui permet d'entendre l'actualité? Eh bien, je crois que ma voisine l'a bien montré. La nécessité, effectivement, de combattre, que des droits qui sont aujourd'hui acquis n'ont été acquis, au fond, qu'au terme de luttes, parfois très très dures. Et c'est précisément ces luttes que l'auteur, enfin les auteurs, décrivent. C'est Sabine Bosio-Valici et Michel Zancarini-Fournel. Oui, tout à fait. Même question sur l'avènement d'une superpuissance, Le siècle de l'Amérique, signé par Pierre Gervais. Oui, donc là, l'idée est de voir comment les États-Unis se sont constitués en tant que superpuissance, en prenant un certain nombre de fils conducteurs, notamment le rôle des entreprises, le rôle des militaires, et puis le rôle aussi d'un certain nombre de personnalités qui ont donné aux États-Unis le rôle géopolitique qu'ils devaient avoir en raison de leur puissance. Bush incarne la superpuissance ? Dans une certaine mesure, oui. Je ne sais pas s'il l'incarne de manière merveilleuse, mais en tous les cas, il en a les moyens. Peur privée, angoisse publique, un siècle de violence en France. Anne-Claude Ambroise Rendu. Oui, là, l'idée, si vous voulez, est de voir que nous vivons dans une société, avec beaucoup de guillemets, qui est une société hantée par les peurs, hantée également par la sécurité. L'idée que l'insécurité a augmenté, que nous sommes dans des sociétés peu sûres. Et l'idée a été, au fond, de revenir en arrière pour voir que eh bien, ce problème de l'insécurité s'est toujours posé au XIXe et au XXe siècle, mais bien entendu suivant des modalités différentes. Encore qu'il y ait des invariants, par exemple sur la peur des tziganes, qui est une peur très ancienne, comme le montre très bien l'auteur. Que l'insécurité soit aujourd'hui un des thèmes politiques de la gauche, est-ce que c'est contemporain aussi, ou est-ce qu'il y a là une banalisation Non, je pense qu'il y a une banalisation. À partir du moment où la sécurité correspond effectivement à un certain nombre de données objectives, mais également à ce que les communistes appelleraient le vécu des gens, il n'est peut-être pas mauvais non plus que la gauche se penche sur ces questions. Et peut-être à une faille aussi de l'État et de projets de société qui fait que c'est plus facile d'y répondre en répondant aux peurs qu'en proposant un avenir. Oui, tout à fait. Dernière question sur le communisme, une utopie en sursis, point d'interrogation. Les logiques d'un système, par Philippe Buton. L'histoire pour l'actualité, c'est l'effondrement absolu. Oui, c'est l'effondrement, avec en même temps quelques restes, ce que montre bien l'auteur sur le problème de la Chine. Par exemple, à quel type de régime a-t-on affaire? Dans un régime qui marie de manière aussi surprenante à la fois le grand capital et, pour aller vite, le petit livre rouge. Merci en tout cas d'avoir présenté de manière finalement extrêmement simple cette collection. Et cette simplicité ne veut pas dire simplisme, bien au contraire. Et c'est bien cette idée-là, l'idée du grand public, l'idée peut-être du service public, la qualité pour le plus grand nombre. Dans l'actualité également, je voudrais vous signaler Lille. On va regarder un extrait de ce film du coréen Kim Ki-duk. C'est sur les écrans depuis aujourd'hui. L'histoire, rapidement résumée. Ijin est une jeune femme séduisante, mystérieuse. Elle s'occupe d'un certain nombre d'îlots où les hommes vont soit pêcher, soit se détendre avec des jeunes femmes, leurs maîtresses, leurs femmes, enfin bon, peu importe. Et finalement, la belle Ijin va tomber amoureuse d'un homme. En tout cas, une relation va se créer avec un homme dont on va apprendre qu'il a été le meurtrier de sa femme.
et va se lier entre eux une relation extrêmement brutale, extrêmement destructrice, extrêmement violente. Ce film est un film où s'exprime la violence entre deux êtres. Voilà, c'est un film très dur, très violent, plutôt bien fait. Et vous aurez remarqué que les hameçons ont une fonction un peu particulière dans ce film. Je voulais vous signaler... On voit que ce n'est pas les sirènes qu'on va attraper. Ah non. Mais allez le voir, c'est un film qui mérite qu'on s'y arrête. Je voulais vous signaler en musique de Chris Potter, saxophoniste de jazz, un titre qui s'appelle Gratitude. Je voulais vous signaler également la sortie de Saudade do Futuro. C'est un film documentaire de Marie Clémence et César Paes, film dont on vous a montré un extrait. Ça parle des migrants du nord-est brésilien qui viennent à Sao Paulo. Et en fait, cette bande originale du film a un intérêt, c'est que le film fonctionne en partie sur les repantes, qui sont des dialogues inventés et des joutes oratoires entre les différents protagonistes. Donc Saudade des Futuro. Dans l'actualité, je voulais également vous signaler deux choses. La fête des jazz, c'est la deuxième fête des jazz de la Foire de Paris, du 27 avril au 8 mai, c'est porte de Versailles. 115 formations sont réunies, 139 concerts, plusieurs journées thématiques seront proposées. Les femmes dans le jazz, la batterie, Miles Davis, le world jazz, autour de Jean-Michel Pilk, prix Django Reinhardt 2001, les nouvelles stars du jazz français. Au programme de cette fête des jazz, Georges Arvanitas Trio, Claude Bolling Big Band, Caratini Jazz Ensemble, Alain Jean-Marie, Manuel Rochman ou Sarah Moreau Quintet, que vous voyez actuellement à l'image. Voilà donc pour cette fête du jazz. Je vous signale également le concert de Toros Khan. Toros Khan qui est lauréat du 3e concours international du piano d'Orléans en 1998. Jeune pianiste turc, il n'a que 26 ans. Il vient d'enregistrer un nouveau disque consacré à une nouvelle intégrale des études de Ligeti. Concert les vendredis 27 avril à 20h30, salle Cortot à Paris. Je voulais également, pour terminer, vous signaler, nous sommes toujours dans les droits de l'homme, la sortie du rapport 2001 de Reporters sans frontières, la liberté de la presse dans le monde, avec notamment un album qui sort sur le travail de Willy Ronis pour et sur la liberté de la presse, donc avec le travail photographique de Willy Ronis. À son propos, je vous signale également chez Ebeck, derrière l'objectif de Willy Ronis, donc photos et propos. En 2000, 32 journalistes sont morts dans l'exercice de leur profession. 11 parmi ces 32 ont été assassinés. Par ailleurs, 329 autres journalistes ont été interpellés. C'est presque la fin de cette émission. Je voulais vous signaler un livre sur lequel on a attiré mon attention l'autre jour, qui est publié au Mercure de France. C'est un livre de Jocelyne François. Ça s'appelle Le portrait d'homme. Ça a pour titre, Portrait d'homme au crépuscule. C'est un homme qui ne se remettra pas de la mort de sa femme, et donc c'est un livre sur le deuil impossible. J'ai choisi un extrait qui n'est pas forcément révélateur du livre, mais qui correspond à la conversation que nous avons eue tout à l'heure. Cet extrait, cet homme essaie de reprendre goût à la vie et dans une rencontre amoureuse. Leur instinct les poussa à ne pas attendre, ils ouvrirent le lit à larges gestes et furent nus en quelques secondes. Peu importe qui est derrière les corps qui se cherchent, c'est une fin unique, elle tient lieu
lieu de toute pensée. Souffle, mouvement non divisé, clair-obscurité. Tous les deux lâchaient tout, se trouvaient au-delà, le non-dit s'effondrait. Le désir et le plaisir les tinrent longtemps ensemble, l'enfoncement dans le jamais assez connu, puis ce fut l'eau et le sommeil. Un sommeil profond, comme il n'en avait pas vécu depuis bien des nuits. Voilà, c'est la fin de cette édition, de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. On va se quitter en musique avec Nelly Pouget. C'est du jazz. Elle interprète ce soir au saxo et au balafon. Balafon, c'est un extrait de son dernier album. Ça s'appelle Fraîcheur cuivrée, album dans lequel elle joue seule. Voilà, Nelly Pouget, fraîcheur cuivrée, comme dit Aline Paillet, des femmes au saxophone, il n'y en a pas beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci madame, merci messieurs. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion de nous retrouver à Porto au Portugal, puisque la capitale portugaise, Porto, est l'année prochaine, la capitale européenne de la culture. Bonsoir, bonne nuit.
أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف